le groupe UDI-UC soutient la position du rapporteur. On quitte un instant l'hémicycle du Sénat, mais nous allons bien entendu revenir sur cette question qui préoccupe les sénateurs, à savoir la baisse de la dotation de l'État aux collectivités territoriales. Dans 24 heures Sénat, le journal, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. François Hollande de retour à Florange sur le site lorrain d'ArcelorMittal, devenu le symbole des promesses non tenues. Le chef de l'État veut pourtant en faire un symbole de la réussite. Que reste-t-il de la loi Florange? L'État peut-il encore sauver les entreprises en difficulté? Débat à suivre dans ce journal. Droite et gauche unis au Sénat pour atténuer l'impact de la baisse des dotations aux collectivités. À l'occasion de l'examen du projet de loi de finances, les sénateurs ont présenté leurs contre-propositions pour rendre supportables pour les élus ces coupes franches dans les finances publiques. Les parlementaires invités à soutenir les Restos du Cœur, la 30e campagne démarre aujourd'hui et les besoins sont toujours aussi importants. Reportage en Seine-Saint-Denis où l'association fondée par Coluche attend beaucoup de la générosité des députés et des sénateurs. Sa première visite avait suscité bien des espoirs. C'était en 2012. Alors candidat à la présidentielle, François Hollande promettait aux ouvriers de Florange de faire voter une loi empêchant la fermeture des sites rentables. Depuis, les fourneaux se sont éteints et le site lorrain d'ArcelorMittal est devenu le symbole des promesses non tenues. Pour autant, François Hollande a voulu placer sa visite aujourd'hui sous le signe de l'espoir. Audrey Vuettaz. Au jeu du chat et de la souris, François Hollande marque un point. Le chef de l'État a bien tenu promesse en revenant sur le site de Florange comme il l'avait annoncé en 2013. Mais il a soigneusement évité l'affrontement avec les syndicats devant les bureaux d'ArcelorMittal en empruntant une porte dérobée. Ça montre quand même un signe très négatif dans tous les cas de cette gestion du dossier Florange. Un avis qui n'est pas partagé par François Hollande. Selon lui, tous les engagements ont été respectés. En début de matinée, le chef de l'État a inauguré une plateforme publique de recherche et de développement industriel dans la commune voisine du Crange. Il l'avait promis l'année dernière. Autre point sur lequel il était attendu, le reclassement des 630 personnes concernées par la fermeture des hauts fourneaux et le refus de tout plan social. Aujourd'hui, je constate qu'il y a plus de 2100 salariés sur le site de Florange, qu'il y a des recrutements en contrat à durée indéterminée. Quant aux investissements exigés au groupe ArcelorMittal, là aussi pour François Hollande, le pari est réussi. ArcelorMittal a autorisé aujourd'hui 146 millions d'euros. Mais le montant total de ces investissements pourrait être porté à près de 240 millions d'euros. Et toute la pression, si je puis dire, sera faite pour qu'il y ait ce niveau d'engagement. Le message est clair, François Hollande veut faire de Florange un symbole de réussite. Ces annonces interviennent quelques jours avant la première application de la loi Florange dans une entreprise de Haute-Vienne. Pour ce premier cas, la loi devrait permettre de sauver une cinquantaine d'emplois. Et pour l'ancien sénateur socialiste de la Moselle, Jean-Marc Todeschini, François Hollande n'est pas venu pour faire de la communication. Son interview est à lire sur publicsénat.fr. Jean-Marc Todeschini, dont le départ du Sénat après sa nomination vendredi comme secrétaire d'État aux anciens combattants, profite au groupe communiste. C'est en effet Patrick Abbat, maire communiste de Talange, qui le remplace. Il est aussi vice-président de la région Lorraine. Et on reparlera de la loi Florange avec cette question. L'État peut-il encore sauver les entreprises? Avec nos invités à la fin de ce journal. Première journée du 97e congrès de l'AMF, l'Association des maires de France. Comme chaque année, cette journée a été consacrée aux maires des départements et collectivités d'outre-mer. Ils ont fait part de leurs difficultés, voire de leur incapacité à appliquer des réformes pensées très loin de la réalité. Jérôme Rabier. Les préoccupations des maires d'outre-mer sont les mêmes que ceux de métropole, avec en premier lieu la baisse des dotations. Mais parmi les inquiétudes, la réforme territoriale occupe une bonne place, et notamment la question des intercommunalités. Sur l'intercommunalité, c'est pas partout le même dispositif. On parle d'un chiffre plancher de 20 000 habitants. C'est une erreur. Il faut adapter donc au territoire et laisser l'intelligence collective des élus positionner le curseur de l'intercommunalité. Prendre en compte les spécificités des territoires,
un impératif quand les standards sont très éloignés de la métropole. Moi, ma commune de Roura, je peux mettre dedans 80 fois Bordeaux, ou je peux mettre 4 fois la Martinique. Donc, ça veut dire qu'on a des grandes communes. La Guyane, c'est la taille du Portugal. Donc c'est vrai qu'on a très peu d'habitants et surtout des coûts de fonctionnement exorbitants. Pour s'adapter à cette réalité, la Guyane et la Martinique deviendront des collectivités uniques, regroupant les échelons régionaux et départementaux en décembre 2015. Une initiative qui avance à petits pas. Les choses se mettent en place, que ce soit avec la région, que ce soit le département qui doivent mutualiser leurs outils pour faire que, en fait de compte, cette collectivité voit le jour. Donc ça va lentement, mais je crois que les choses vont quand même. Et à un certain moment, nous allons arriver au bout de ces travaux-là. Martinique et Guyane rejoindront ainsi Mayotte dans cette nouvelle forme d'organisation qui fusionne régions et départements. Les Outre-mer montrent donc la voie en termes de simplification du millefeuille territorial. Au Sénat, l'examen du projet de loi de finances se poursuit. Ce matin, les sénateurs ont adopté un amendement portant le taux de TVA à 5,5% sur toutes les œuvres d'art, au même titre que les ventes de livres ou la billetterie du spectacle vivant. Cet après-midi, c'est la baisse des dotations aux collectivités qui a dominé les débats. Pour l'ensemble des sénateurs, cette baisse n'est pas acceptable et chacun y va de sa proposition pour en atténuer l'impact. Samia Dechir. Intenable, impossible, catastrophique. Quelle que soit leur couleur politique, les sénateurs sont vent debout contre la baisse des dotations aux collectivités locales. En 2015, le gouvernement prévoit de réduire de 3,6 milliards la somme que l'État verse aux collectivités. Des collectivités qui seraient dans l'impossibilité d'assurer leur mission. Cette baisse va aussi avoir une deuxième conséquence, c'est qu'elle va conduire les collectivités à devoir, pas à vouloir, mais à devoir augmenter leur taux d'imposition. Et c'est la raison pour laquelle la baisse de 3,670 milliards d'euros ne passe pas en l'état au Sénat. En tout, le gouvernement prévoit de verser 11 milliards d'euros en moins aux collectivités entre 2015 et 2017. Un rythme trop soutenu pour les sénateurs, même de gauche. Il faut que l'État fasse des économies, la sécurité sociale aussi et les collectivités aussi. 11 milliards pour les collectivités. Et nous sommes donc d'accord sur cette orientation d'ensemble. Mais nous pensons qu'il faut sans doute faire un effort en matière de répartition dans le temps. Et nous disons donc d'accord pour les 11 milliards, mais sur 4 ans et non pas sur 3. Une solution rejetée par la droite dont l'amendement a été adopté. Il prévoit de revoir la baisse des dotations à la baisse de plus d'1 milliard d'euros. Le projet de loi sur la transition énergétique sera examiné en séance publique au Sénat la semaine du 9 février 2015. Annonce de la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Avant le vote en séance, le texte sera examiné par les commissions des affaires économiques et du développement durable du Sénat durant la semaine du 19 janvier. Et François Hollande a profité de son déplacement en Lorraine pour proposer une expérimentation de l'écotaxe en Alsace-Lorraine, deux régions favorables au dispositif abandonné au niveau national. Il donne ainsi des garanties sociales aux salariés d'Ecomove. Les Restos du Cœur ont 30 ans. Comme chaque année, l'association fondée par Coluche lance un appel à la générosité. Manuel Valls a promis de promouvoir les dons pour faire face à plus d'1 million de bénéficiaires. Et les parlementaires sont aussi sollicités. C'est le cas en Seine-Saint-Denis où déjà des députés ont reversé une part de leur réserve parlementaire. Cécile Sixou. 3 camions de lait qui sont donnés par l'Europe. Voilà, ça c'est les dons européens. Cette année, encore plus que les autres, Charles Lasbax compte sur les dons. Le président des Restos du Cœur de Seine-Saint-Denis prévoit d'accueillir 10% de personnes en plus cet hiver. Il a donc lancé un appel aux députés et aux sénateurs de son département pour obtenir une partie de leur enveloppe parlementaire. Et on a effectivement, pour l'instant, aucun sénateur, mais on a environ 8 députés qui ont répondu de manière favorable, avec des sommes pour la plupart supérieures à 10 000 euros. Je pense que les sénateurs, je ne sais pas s'ils dorment, on dit en train de sénateurs, mais les sénateurs, on n'a pas de réponse. Endormis, les sénateurs, non, puisque tous ont dû arrêter leur choix la semaine dernière. J'avais déjà anticipé leur demande sans la connaître puisque j'ai sollicité effectivement l'attribution d'une partie de ma réserve parlementaire pour
Pour les Restos du Cœur, je ne l'aurais pas encore écrit puisque le budget n'est pas encore voté, donc on attend simplement que le Parlement ait fait son travail. Parmi les 6 sénateurs de Seine-Saint-Denis, la plupart disent ne pas avoir reçu les sollicitations des Restos du Cœur. Ils ont porté leur choix sur d'autres associations comme Claude Dillin qui lui a promis une partie de sa cagnotte à 2 autres associations. Nous avons un code de déontologie interne au groupe socialiste concernant la réserve parlementaire, tant qu'elle existe, qui dit qu'il ne faut pas donner aux associations mais seulement aux collectivités territoriales avec juste pour une petite partie de la réserve une petite dérogation pour 1 ou 2 associations. Claude Dillin ne ferme pas la porte aux Restos du Cœur pour l'année prochaine. En attendant cette année, l'association du 93 devrait déjà recevoir 100 000 € des parlementaires, de quoi aménager un nouveau local à Aulnay-sous-Bois pour stocker les denrées. Les drones dans le collimateur des parlementaires qui s'interrogent sur la sûreté des installations nucléaires. Depuis 2 mois, elle est mise à mal par le survol mystérieux de ces drones. Les explications de Louis Sibyl et Jonathan Tessier. Taille, moins d'1 mètre. Poids, 5 à 10 kilos. C'est le gabarit d'un drone civil. Assez petit pour braver l'interdiction de survoler les centrales nucléaires. L'association Greenpeace en avait fait la démonstration en 2011. Elle avait pu déjouer la surveillance de sites hautement sécurisés. Et depuis 2 mois, ce sont 32 vols illégaux qui ont été effectués, sans qu'aucun ne soit neutralisé. Les parlementaires se sont emparés de la question. On a évoqué des écrans de fumée, on a évoqué du laser, on a évoqué plein de techniques qui n'auraient aucune incidence sur la sécurité, je dis bien plus des populations aux alentours que si c'est un site nucléaire ou un site sensible qui déjà est protégé. Bien protégé, pas si sûr. Certes, un drone civil a une faible capacité de charge, entre 200 et 500 grammes, mais si les réacteurs sont de véritables bunkers, capables de subir le crash d'un jet privé, ce n'est pas le cas des piscines abritant les combustibles usagés. En 2013, l'autorité de sûreté nucléaire avait déjà réclamé de renforcer leur toit. En fait, il s'agit vraiment, je dirais, d'une construction tout à fait banale. Et d'ailleurs, le toit est en simple bardage, c'est-à-dire en tôle tel qu'on trouverait dans un hangar. Le risque n'est pas négligeable en cas d'attaque terroriste. En France, la loi interdit en effet de pénétrer dans une bulle de 5 km de diamètre et sur une hauteur de 1000 mètres. L'aviation civile est sujette à de nombreuses réglementations, très respectées par les professionnels. La législation est assez contraignante. Il faut demander une autorisation à la DGAC, à la préfecture, voire à la ville, si on veut bloquer des voies. Selon la gravité de la menace, 700 gendarmes spécialisés ont le droit d'ouvrir le feu sur les drones aperçus à proximité de sites nucléaires. Leur survol est puni d'1 an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré au retour à Florange de François Hollande avec nos invités ce soir. Elsa Fressonnet, bonsoir. Vous êtes journaliste, chef adjointe du service politique des Échos et auteur de ce livre avec Valérie Astruc, Florange, la tragédie de la gauche aux éditions Plomb. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Daniel Raoul, bonsoir. Sénateur socialiste du Maine-et-Loire, ancien président de la Commission des affaires économiques. Merci d'être avec nous. Face à vous, Christian Combon, sénateur UMP du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous. Première question peut-être à vous, Daniel Raoul. Quelle lecture faites-vous de ce retour pour la 3e fois à Florange du chef de l'État, François Hollande, on l'a entendu, qui veut faire de Florange un symbole de la réussite de la France. Est-ce que c'est un pari risqué de prononcer une telle phrase pour le chef de l'État ? Je pense d'abord que c'est tout à fait courageux et honnête, en tous les cas, de retourner par la 3e fois, enfin je ne parle pas de la première fois dans le cadre de la campagne, mais de constater la réussite ou pas des engagements qui ont été pris en novembre 2012 avec l'accord pour ArcelorMittal. Je constate que les millions d'investissements, 160 par rapport aux 180, sont là sur la table et on annonce 240 à la place de 180. D'autre part, ce qui m'intéresse le plus, je pense, c'est l'évolution dans l'industrie métallurgique et en particulier le fameux acier Ucibor, même si je me méfie d'une monodépendance par rapport à un produit. Autrement dit, ce laminage à froid, la préparation de cet acier, s'il ne faisait que ça et que pour une seule activité qui serait l'automobile, serait peut-être une faiblesse. Donc vous y croyez à cet avenir industriel de cette région Lorraine, Daniel Raoul ? Je considère que c'est sans doute mieux
en tous les cas, que de faire transiter du coq de Dunkerque, l'amener au Haut-Fourneau, ne serait-ce qu'au niveau environnement. Alors certes, il y avait une tradition culturelle et Haut-Fourneau, etc. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'en 2012, ces Hauts-Fourneaux étaient déjà fermés. Oui. Ils étaient déjà fermés. Et que Florange me paraît, à l'heure actuelle, malgré le titre de votre livre, Madame, l'anti-Gandrange. Franchement, c'est bien. Gandrange, s'était rendu Nicolas Sarkozy. Oui. Il y a les Hauts-Fourneaux fermés, etc. Si on regarde l'Institut qui va être créé, là, avec les emplois d'un niveau technologique très important, me paraît l'avenir de l'industrie métallurgique en France. Alors, Christian Cambon, peut-être votre réaction. On a entendu Daniel Raoult qui se félicite de cette promesse tenue, du moins, de revenir à Florange comme l'avait annoncé le chef de l'État. Si c'est pour revenir à Florange, la promesse est tenue. Et elle continuera à l'être. Si c'est pour saluer les résultats, c'est un tout petit peu plus difficile, même si je ne m'engagerai pas dans la polémique qui consiste à dire que c'est la gauche qui est responsable de ça. Nous sommes tous responsables de l'échec de cette filière d'acier pour laquelle les contribuables français ont payé depuis des dizaines d'années des sommes invraisemblables. Aujourd'hui, on rajoute 20 millions d'euros. Le président de la République arrive avec une petite enveloppe de 20 millions d'euros et 30 emplois. Bon, c'est très bien, c'est très... juste à côté, il y a un centre de recherche privé de plus de 500 chercheurs de très haut niveau, de dimension internationale. Est-ce que là, il n'y avait pas un geste plus fort, justement, pour mêler privé et public en matière de recherche? Car la France a manifestement des compétences. Mais je pense que cette affaire de Florange signe un échec que tous les gouvernements ont enregistré sur la désindustrialisation de notre pays, notamment dans ce domaine. Elsa Freyssinet, Florange, des signes de la symbole de la désindustrialisation de la France. Je crois que sur Florange, il y a les faits et les symboles, d'abord. Sur les faits, non, François Hollande n'a pas pu empêcher l'extinction définitive des 2 derniers Hauts-Fourneaux de Lorraine, contrairement à ce qu'il avait suggéré dans sa campagne. Voilà. Et c'est ça qui va être créateur de symboles négatifs pour lui d'ailleurs. Ensuite, effectivement, sur l'accord passé avec Mittal, les engagements sont tenus et François Hollande y a rajouté la création d'un centre de recherche publique. C'est important parce que Lakshmi Mittal, dans les pourparlers avec l'État français, quand il était menacé de nationalisation, avait dit « mais moi j'ai les emplois, les brevets ». Donc là, au moins, il y aura des brevets publics. Ensuite, monsieur a raison en disant que, en termes de dimension, le centre de recherche publique est sans commune mesure avec le centre de recherche de Mézières-les-Messes en termes de nombre de chercheurs et de crédits. Bon, on n'en est qu'au début, on verra. Donc là, voilà pour les faits, on peut considérer que oui, les engagements ont été tenus, si ce n'est l'extraction définitive des 2 derniers Hauts-Fourneaux. Malheureusement, c'est ce que retient l'opinion publique. Oui, et pas seulement, parce que en fait, Florange et la symbolique de Florange est allée bien au-delà de la Lorraine et du site d'ArcelorMittal. Il ne faut pas oublier que la tragédie de Florange se noue juste après l'annonce du pacte de compétitivité et du CICE, et on peut considérer qu'il y a 2 ans à Florange, au fond, François Hollande a tourné la page de son discours du Bourget, où il voulait déclarer la guerre à la finance, et il a tourné la page d'une certaine forme d'interventionnisme d'État. Pour en faire une autre, il n'est pas inactif, mais c'est une certaine forme d'interventionnisme d'État que la gauche a pu aimer d'ailleurs dans les années 80, à laquelle il a tourné le dos à ce moment-là. Oui. Alors, que pensez-vous de cette analyse de la fin d'une certaine forme d'interventionnisme de l'État? Peut-être souhaitez-vous répondre à Christian Cambon? Oui, sur l'histoire du centre technique. Moi, je prends l'exemple des IRT, qu'on connaît en tous les cas liés avec les pôles de compétitivité. C'est à la fois trouver des synergies entre la recherche publique et la recherche privée. Et en tous les cas, pour l'IRT que je connais plus, l'IRT Jules Verne sur les matériaux composites. Pour que les téléspectateurs comprennent bien les IRT. Un institut de recherche technologique et qui rassemble à la fois des entreprises et à la fois la recherche publique. Et ceci se rassemble à partir de projets collaboratifs entre le public et le privé. Donc l'un n'est pas contre l'autre, au contraire. L'un valorise l'autre.
Et en tous les cas, pour ce que je connais à Nantes avec l'IRT Jules Verne, c'est un exemple de réussite sur les matériaux composites. Et pourquoi sur la métallurgie, il n'y aurait pas le même montage avec un pôle de compétitivité ou un IRT de même nature? Mais sur cette analyse développée par Elsa Fressonnet, sur cette fin d'un interventionnisme à la française, du moins, c'est ce qui ressort de ce qui s'est passé à Florange, Daniel Raoul. On n'est plus dans le même contexte économique et en tous les cas avec la mondialisation et même au niveau européen, je crois qu'il y a des limites à l'interventionnisme d'État français. Voilà de belles paroles, enfin, c'est bien. Oui. C'est bien. C'est bien parce que moi je pense qu'il faut effectivement dépasser. Moi je ne veux pas montrer du doigt une opération qui est à la fois courageuse sur le fond, mais aussi un peu de la communication. Il faut dire les choses qu'elles sont. Et la presse l'a bien noté. Et un certain nombre de syndicats n'ont du reste pas participé à la rencontre parce qu'ils s'estiment floués. Et si on revoyait la déclaration de François Hollande, candidat, disant je sauverai les hauts fourneaux, et aujourd'hui j'apporte 30 emplois et 20 millions de crédits, on verrait bien la différence. Et je crois que c'est ça que les Français ressentent. Mais plus profondément, je pense qu'il y a une forte interrogation sur la désindustrialisation de notre pays. Et encore une fois, j'essaie d'être le plus objectif possible pour dire qu'on ne va pas accuser la gauche qui est là depuis 2012. Nous-mêmes, nous le disions précédemment. Moi, j'ai vu en Slovaquie des entreprises françaises alignées sur la route de l'autoroute, sur la route qui sort de l'autoroute. On a vu Peugeot avec des milliers d'emplois. Je préside France-Maroc, je vois toutes les entreprises qui s'installent au Maroc. Pourquoi va-t-on poser enfin le véritable constat, celui des charges des entreprises? Une femme courageuse, chef d'entreprise, l'a dit face à face au président de la République l'autre jour. Si je pars de France, je gagne 3 millions d'impôts. Comment un tel diagnostic ne nous interpelle-t-il pas? Avec autant d'argent mis sur la sidérurgie, groupe piloté, entre parenthèses, par un Indien, comme si aucun Européen n'était capable de prendre cette destinée en main, on devrait véritablement s'interroger sur le fond de cette crise qui, du reste, fait en sorte que, contrairement à l'Allemagne, dont la croissance reste malgré tout beaucoup plus stimulée, la France ne s'en sort pas. Et ce n'est pas avec les services qu'on va s'en sortir, parce que les services, eux, on les délocalise sans difficulté. Oui. Elsa Fressonnet, je vous voyais peut-être vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire Christian Cambon. Non, je voulais replacer le débat sur l'industrie. Effectivement, ça fait maintenant un peu consensus à droite comme à gauche qu'il faut, c'est une bonne chose, qu'il faut relancer l'industrie française. Après, mais c'est, j'imagine, un autre débat. Il y a une grande politique de baisse des charges des entreprises qui a été amorcée. La difficulté est jusqu'où on va, comment on fait, et tout le débat est aussi de la montée en gamme des industries françaises. Oui, mais vous avez tout à fait raison, mais je pense que tant que l'on fera supporter au salaire du secteur privé la politique sociale de ce pays, ce que ne font aucun autre pays, on continuera à tourner autour du problème et jamais entrer à l'intérieur de lui-même. Malheureusement, nous constatons que le coût de l'heure travaillée dans l'industrie est beaucoup plus coûteux en France qu'il ne l'est dans un certain nombre d'autres pays. Et en faisant voter des lois comme la loi Florange, on ne s'attaque pas au problème, Christian Cambon? Que reste-t-il de la loi Florange? Elle a été sanctionnée par le Conseil constitutionnel. C'était une loi d'opportunité. Je me souviens d'une loi Michelin qui avait été proposée par un célèbre ancien ministre, chef d'entreprise, et dont l'article 1er, c'était « le chômage est interdit ». Bon, très bien. Une fois qu'on a dit ça, quand est-ce que ça commence? La loi Florange, elle est au contraire... Elle vient juste d'être appliquée la semaine dernière. Voilà. Elle a quand même permis, un exemple... Oui, voilà, on a sauvé 50 emplois. Oui. Ouais. On a sauvé 50 emplois. C'est bien, du reste, je suis heureux pour les 50. Mais est-ce qu'on est à la hauteur du problème? Moi, je trouve, en revanche, qu'il y a, de la part du gouvernement actuel, et je le dis sincèrement, il y a un changement de ton. Moi, j'aime bien les déclarations, j'aime l'entreprise. On veut simplement que les faits soient suivis, les déclarations soient suivies de faits. Encore une fois, trop d'impositions sur les PME-PMI qui sont les créatrices d'emplois. Et je pense que là, on explique une bonne part de la situation industrielle française, ce que je regrette évidemment. Oui, Daniel Raoul. Réagir par rapport à ce qu'on dit toujours, le coût horaire du travail en France est supérieur. J'ai fait 2 missions en Allemagne. Je peux vous dire que ce soit chez Mercedes, chez Volkswagen, chez Bosch, toute contribution additionnée, parce qu'on parle des charges sociales en France, mais eux payent de taxes dans les Länder. Enfin bon, si vous mettez ça bout à bout, la discussion avec le numéro 2 de Mercedes, c'était de dire que c'était
exactement le même coût à 2 dixièmes d'euros près. C'est un faux problème, cette question du coût du travail en France. Trop élevé. Parce que ce qu'on oublie, ce que vous parlez aussi, Monsieur Cambon, des 35 heures. Allez donc chez Volkswagen, chez Audi, chez Bosch. Ils sont à 29 heures. Non, mais ramenez ça bout à bout. Multiplier ça par la productivité. Ils ont en Allemagne un tissu de PME, PMI que nous n'avons plus. L'industrie mécanisée de précision, où est la nôtre? Où sont les entreprises qui marquaient des régions comme la Lorraine, comme l'Alsace, comme la Franche-Comté, etc. Bon, il y a donc bien un mystère. Si l'heure de travail est la même, alors il y a un problème ailleurs. Et on n'est pas plus bêtes les uns que les autres. Elsa Fressinet, au-delà effectivement des conséquences économiques de cette affaire Florange, il y a aussi les implications politiques. Vous parlez de tragédie, puisqu'effectivement, il y a eu un sentiment de trahison aussi pour les ouvriers sur place, et avec les résultats qu'on connaît aux dernières élections municipales avec le Front National à Hayange. Hayange, la ville sur laquelle sont situés les 2 derniers hauts fourneaux qui ont fermé. Et puis la ville de Florange, qui était à gauche depuis très longtemps, est passée à droite. Donc là, oui, on peut considérer que le gouvernement a payé électoralement, puis pas que là, cette tragédie-là. C'est pour ça que vous parlez de la tragédie de la gauche dans votre ouvrage, entre autres? Nous l'avions appelé tragédie parce qu'il nous semblait que ce dossier, tel qu'il avait été géré fin 2012, donc il y a 2 ans, rassemblait toutes les contradictions de la gauche au pouvoir, c'est-à-dire son hésitation sur la forme d'intervention d'État, le grand débat et même la guerre que s'étaient livrés Jean-Marc Ayrault et Arnaud Montebourg, et on peut considérer que la sortie d'Arnaud Montebourg du gouvernement est finalement l'épilogue de quelque chose enclenché à cette époque-là. Et puis, les difficultés de la gauche, mais pas seulement, des politiques avec le monde ouvrier. Voilà. Donc ça, oui, il me semblait que politiquement, ça concentre tout, et économiquement aussi, c'est comment la France se conduit dans la mondialisation. Puisqu'une des grandes choses qui avait conduit François Hollande à repousser l'idée d'une nationalisation, c'était 2 choses. C'était l'image vis-à-vis des investisseurs étrangers, et puis la peur qu'un projet alternatif ne marche pas et finisse par fermer. Cela dit, je voulais dire une chose sur la baisse du coût du travail, des charges, etc. Prendre un petit peu de distance quand même avec le discours politique, parce que j'avoue que je suis toujours un peu sceptique quand on dit il faut encore baisser les impôts, les charges, etc. dans un pays qui est exsangue budgétairement. Après, c'est où on trouve les sous. Donc, il y avait la TVA sociale. Il y avait la TVA sociale que la gauche est empressée de supprimer, que la droite a eu bien tort de mettre 5 ans à mettre en place. On n'en serait pas dans cette situation. On aurait eu du reste des ressources pour taxer les importations qui envahissent le marché et qui n'encouragent pas l'industrie française. Ce sont des choses que tous les économistes connaissent. Malheureusement, on a perdu 2 ans. Le problème, c'est qu'on arrive enfin à un discours qui est un tout petit peu plus consensuel sur le rôle d'entreprise et de l'industrie, mais on a perdu 2 années de matraquage fiscal quand même, qui sont là et qui coûtent cher aux entreprises. Mais il faut que les consommateurs soient prêts à payer. Absolument. Daniel Raoul, c'est une tragédie pour la gauche de n'avoir pas réussi à empêcher M. Mittal de fermer les hauts fourneaux, et puis avec aussi la situation politique qu'on connaît. Ce qui est dit partout et dans tous les domaines, le problème de l'industrie française, c'est un problème de gamme. Et on ne s'en sortira que par l'innovation et par le haut. On ne pourra jamais concurrencer des pays qui sont en voie de développement à l'heure actuelle sur la production de masse. Il ne faut pas rêver, il faut qu'on ait une spécialisation. Et le résultat d'ailleurs, l'acier Usibor ou Usibor. Franchement, c'est un bon exemple de montée technologique. Et je crois qu'avec le centre technique qui est évoqué et qui permettra, j'espère, en tous les cas, c'est le message que je donnerai au ministre de l'économie, d'aller vers un IRT couplant le privé et le public sur la recherche et débouchant sur des brevets. Et je crois que c'est la seule solution. Monsieur Cambon, quand même, quand vous parlez de TVA sociale, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Qui c'est qui a mis 600 milliards de dettes supplémentaires? C'est pour combler ça que vous êtes obligé de monter la TVA. On ne va pas refaire l'histoire. Un débat sur la TVA sociale. Voilà. Merci à tous les 3 d'avoir été les invités de ces 24 heures Sénat. Regardons, on a posé la question à notre partenaire, l'Obs.com, aux internautes. Visite de François Hollande à Florange. L'État peut-il encore sauver les industries françaises? Les internautes ont répondu non à 65%, oui à 30%. Sur 253 votants, ne se prononce pas 5%. Ils sont au moins lucides. Merci d'avoir été les invités. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22 h. Vous retrouvez Perrine Tarnot. Très bonne soirée et à demain.